La frustration est un court-circuit mental qui se produit lorsque les attentes ne sont pas satisfaites et que les plans initiaux ne se réalisent pas. Elle peut servir les intérêts de l'ego en empêchant le mental de trop réfléchir et d'accéder à la conscience supramentale. La frustration engendre des mécanismes rétrogrades de l'ego, tels que le sentiment d'être exploité par les autres et l'idée d'un libre arbitre en lutte contre la pression du non-libre arbitre. Elle épuise progressivement l'énergie de l'individu, le laissant avec une énergie de moindre qualité. Certains individus, dans leur quête de conscience, peuvent abandonner différentes structures matérielles pour finalement se sentir encore plus frustrés. Cette frustration se manifeste mentalement, psychologiquement et biologiquement, et l'individu peut se retrouver dans un état neutre sans savoir quoi faire. Les psychiatres peuvent voir cela comme un échec dans les attentes et les projections de l'individu. La clé pour surmonter la frustration est d'écouter attentivement et de comprendre les enseignements qui sont donnés. L'ajusteur collectif dont il est question affirme que les personnes ne prêtent pas suffisamment attention à l'intelligence. Il estime également que l'ego masochiste de l'individu l'empêche de vouloir écouter l'intelligence. Il critique le fait que la médiocratie et le médiocrisme sont au pouvoir. Selon lui, lorsque les individus deviennent conscients de leurs conditions, ils sont frustrés et ont du mal à maintenir une conscience écologique. Il souligne l'importance de ne pas mélanger les anciennes habitudes avec la nouvelle conscience. Il encourage chaque individu à vivre sa propre conscientisation indépendamment des influences extérieures. Il exprime sa frustration face à l'exploitation mécanique et encourage à prendre des mesures individuelles pour créer un avenir meilleur. Il affirme que la société de demain appartient aux individus intelligents et que ceux-ci doivent commencer à préparer leur avenir dès maintenant. Il s'agit d'une réflexion sur le fonctionnement de la société et des relations humaines, à travers l'histoire d'un individu qui est exploité par un autre. L'auteur soulève des questions sur la valeur du travail, la frustration des personnes qui ne sont pas conscientisées et la nécessité de créer des structures permettant l'autofinancement. Le personnage principal a consacré sa vie à aider les autres mais se retrouve exploité lorsqu'il commence à recevoir une compensation financière. L'auteur remet en question l'équilibre des rapports de pouvoir et la valorisation du travail. L'individu dont il est question dans le texte est en phase d'évolution et se pose des questions sur le sens de sa vie. Il constate que les choses concrètes préoccupent plus les êtres humains que les choses abstraites. Cependant, il remarque que l'humain, malgré sa conscience évoluée, ne met pas en pratique ce qu'il sait et devient même masochiste en appliquant des choses contre lui-même. Son ego lui fait croire qu'il mérite mieux et l'empêche de voir les progrès qu'il a réalisés. L'auteur soulève également le fait que l'astral peut court-circuiter le mental en fournissant des données mémorielles pour créer une frustration. Le texte mentionne également la rencontre avec une personne, Daniel Kemp, qui a eu un effet négatif sur l'individu. Enfin, il est dit que le supramental ne l'a pas fourré et que l'individu doit prendre conscience de sa propre responsabilité dans ses choix. Cette personne parle d'un individu qui travaille dur pour gagner de l'argent afin de réaliser son rêve d'ouvrir une école. Elle se demande ce qu'il fait maintenant, étant quelque part au Québec. Elle soulève également le concept de l'enfant téflon qui caractérise les personnes qui vivent dans l'instant présent et cherchent à éviter les responsabilités et les conséquences. Elle évoque ensuite le doute et se questionne sur sa propre identité et son rôle dans l'univers. Elle mentionne également les dangers de l'évolution et la tendance des individus à se dévaloriser les uns les autres. Elle aborde enfin le concept de dualité, affirmant qu'il est nécessaire de créer un équilibre entre le paradis et l'enfer, aussi bien au niveau personnel que dans les relations de groupe. Elle conclut en encourageant à ne pas écouter constamment l'ego, mais à se concentrer sur l'intelligence et à éviter la frustration négative qui bloque le processus de réflexion et de travail. Dans ce texte, R parle d'une personne qui chante mieux mais n'est pas prête, et d'une autre personne qui chante moins bien mais est prête. Cette dernière choisit de se présenter malgré ses lacunes, car elle pense que les critiques seront moins nombreuses. Elle réussit à se faire accepter, car elle est la meilleure parmi ceux qui se présentent. Cependant, elle continue à pratiquer tandis que les autres abandonnent. L'auteur explique que cette personne réussit car elle rencontre des opportunités grâce à son succès initial. Il souligne également la perception négative que les gens peuvent avoir envers ceux qui réussissent, et leur désir de détruire leur succès. L'auteur aborde également la notion de liberté de conscience et d'initiation solaire, affirmant que l'intelligence ne peut pas l'atteindre, mais que l'être humain peut y accéder en développant sa conscience. Il évoque enfin un exemple de gens qui ont été trompés dans un achat de bateau, soulignant la notion de se faire fourrer. Ces propos
semble décrire une situation où une personne a conseillé à un groupe de cesser de pousser dans une certaine direction. Par la suite, ils ont vendu leur bateau et réalisé qu'il était en mauvais état. Cependant, les nouveaux propriétaires ont réussi à l'estimer à une valeur beaucoup plus élevée que le prix d'achat initial. L'auteur utilise cette histoire pour illustrer que parfois, il faut goûter quelque chose pour vraiment le comprendre, et que beaucoup de gens ont peur de prendre des risques. S met également en avant l'importance de l'individu se battant mentalement pour changer sa perception et sa conscience. Finalement, ils encouragent les gens à ne pas avoir peur de l'expérience, car le temps est déjà compté et il vaut mieux essayer que de ne rien faire. Dans cette conversation, il est question du libre arbitre et de la manipulation de l'ego. La personne exprime l'idée que nous devons suivre notre conscience et prendre des décisions basées sur nos propres expériences et besoins, plutôt que de se laisser manipuler par les autres ou les circonstances extérieures. L'importance de se libérer mentalement et émotionnellement est soulignée. La discussion aborde également la question de la pensée intelligente et de l'intelligence énergétique. Il est mentionné que l'ego refuse l'intelligence, car il ne peut reconnaître que ce qu'il connaît déjà de manière expérientielle et physique. L'individu est donc invité à se tourner vers une intelligence plus vibratoire et énergétique, mais il est noté que certaines personnes peuvent avoir du mal à croire en l'existence de cette énergie vitale. Le piège de l'immobilisme est également évoqué, suggérant que le plus grand danger réside dans le manque d'évolution et de progression. Il est souligné que le véritable obstacle n'est pas de tomber dans les pièges extérieurs, mais de rester stagnant et de croire faussement en sa propre capacité à progresser. Le besoin de sécurité est mentionné, ainsi que l'importance de reconnaître que nous avons tout ce dont nous avons besoin et de ne pas se laisser perturber par des comptes ou des circonstances extérieures. Finalement, il est souligné qu'il est essentiel d'apprendre de nos expériences et de se libérer de nos préoccupations matérielles pour pouvoir évoluer et se développer spirituellement. Dans cette conversation, il est abordé le sujet du karma et de la façon dont il fonctionne. Il est mentionné que le karma n'est pas accumulé progressivement, mais plutôt qu'il est instantané et basé sur les actions et les conséquences immédiates. Cependant, il est souligné qu'il reste un karma d'acide qui est lié à des actions négatives spécifiques. L'idée est que ceux qui ont une attitude différente et ne sont pas attachés aux choses matérielles accumulent moins de karma. Il est également mentionné que les personnes riches peuvent ne pas réaliser leur richesse et ne pas changer leur comportement en conséquence. L'ego est également abordé, en affirmant qu'il est important de faire la distinction entre l'ego et le mental et de ne pas laisser l'ego dicter nos actions. Finalement, il est suggéré de corriger nos actions et nos attitudes lorsque nous en prenons conscience, plutôt que de trop philosophiser sur les problèmes. Dans ses propos, l'auteur exprime son constat sur le comportement des individus, qu'il qualifie des égomasochistes. Il critique leur propension à se satisfaire de conférences ou de discours qui ne leur apportent pas de réel connaissance ou apprentissage, mais qu'il considère comme et stimulants. Il souligne le danger de cette attitude, qui consiste à accumuler des connaissances sans les mettre en pratique concrètement. L'auteur remarque également que les individus possèdent déjà les capacités nécessaires pour évoluer et comprendre des concepts plus complexes que certains psychologues, mais ils ne s'appliquent pas à utiliser ces compétences d'une manière plus approfondie. Il met en garde contre le fait de rester bloqué dans un état de réflexion intellectuelle sans passer à l'action. Il critique également le fait que les individus se laissent distraire ou entraver par leur ego et par la peur de prendre des risques. L'auteur encourage finalement à sortir de cette dualité et à se concentrer sur l'action pour véritablement vivre et évoluer. Le texte explore la notion d'évolution et de souffrance chez l'humain. Il souligne que ceux qui ne veulent pas évoluer ne se respectent pas eux-mêmes. L'auteur rappelle qu'il est nécessaire de travailler avec sa part d'auto-sabotage et de conserver celle qui est évolutive. Il met en garde contre le fait de vouloir combattre son double anti-homme de manière agressive, car cela peut mener à une impasse. L'évolution est présentée comme méritoire et gratifiante, mais l'argent et le temps ne sont que des résultats secondaires de celle-ci. L'individu est encouragé à suivre le cours de sa vie et à se libérer des conventions pour trouver autre chose. L'ego est présenté comme un piège à éviter. Le texte conclut en soulignant qu'il faut continuer à évoluer sans se poser trop de questions ni se démolir soi-même. Ce texte évoque le concept de la perfection et de l'évolution personnelle. L'auteur affirme que de nombreuses personnes se concentrent sur leur propre réussite et échec, ce qui engendre de la frustration et du perfectionnisme. Il souligne qu'il est important de s'améliorer dans tous les aspects de notre vie et de ne pas se fixer uniquement sur la richesse matérielle.
L'évolution personnelle est présentée comme un processus inégal et parfois difficile, mais qui conduit éventuellement à un moment de grande progression. L'auteur encourage à ne pas se laisser décourager par les petites choses et à continuer à avancer malgré les obstacles. Il conclut en affirmant que l'évolution personnelle est un chemin unique et que chaque individu peut être inspirant pour les autres à leur propre niveau de progression. Le passage mentionné dans la question semble évoquer le concept de la première personne à passer qui ouvre le chemin, mais cette personne souffre davantage. Cependant, il y a également une part de chance pour ceux qui passent après, mais ils risquent d'être exploités. L'idée est que celui qui passe en premier ramasse plus d'énergie, mais il est important de comprendre que cumuler de l'énergie signifie simplement avoir la capacité consciente de contrôler cette énergie. Lorsqu'on perd de l'énergie, cela signifie qu'on perd aussi de la conscience et du contrôle sur l'énergie extérieure. Par conséquent, le but est de développer notre conscience afin de pouvoir contrôler l'énergie et se sentir plus maître de soi-même. En réalisant cette transformation, le corps physique obéit uniquement à la conscience, ce qui facilite l'intervention du corps mental dans notre existence et transforme notre ego. Il est possible que chacun rencontre son double anti-homme et le combatte ou que celui-ci sorte à travers notre corps vital pour nous tromper dans la peur conventionnelle. Toutefois, il est essentiel de rester conscient de soi pour ne pas perdre le contrôle de notre énergie et de notre conscience. Le texte soutient que le double anti-âme tente de s'opposer à l'individu afin de le contrôler et de le manipuler. Par le biais de la frustration et de la déception, cette entité cherchera à prendre le contrôle de la personne par différents moyens. Cependant, il est affirmé qu'il est possible d'éviter cette exploitation en se conscientisant et en se reconnectant à sa propre conscience. L'auteur souligne que l'évolution de la conscience est importante et que, malgré les difficultés matérielles, il est essentiel de rester dans l'intégrité de ses aspirations et de poursuivre son développement personnel. L'auteur encourage également à se projeter dans le futur en imaginant l'être humain que l'on souhaite devenir, indépendamment des circonstances extérieures.